civilisation vieille d'un millénaire subsiste dans les montagnes du Népal. Une tradition au royaume des champignons transmise par les chamans. Mingma Sherpa les connaît tous. En tant que chaman de Kalinchok, il est à même de nous expliquer la valeur de ces champignons très particuliers. Le champignon du tambour de chaman, le polypore luisant, également connu sous le nom de champignon de l'immortalité. Autant d'espèces sacrées dont les propriétés psychoactives ne se révèlent pas immédiatement. J'utilise ce champignon pour venir en aide aux personnes malades. Nos connaissances actuelles sur les champignons hallucinogènes, nous les devons à un homme qui connaissait bien le pouvoir magique de l'argent. Cet homme, un banquier new-yorkais, fils de pasteur, gentleman de la vieille école, a posé les bases de la recherche moderne sur les champignons. Un pur produit de Wall Street, qui est devenu en même temps malgré lui le père fondateur du mouvement psychédélique. Gordon Wasson. C'est sa femme Valentina, une Russe, qui fait découvrir au banquier le monde des champignons. Au cours d'une promenade, elle se révèle experte en champignons, alors que son mari, lui, frémit à l'idée d'en manger. Dès lors, ils se pencheront tous deux sur cette question. Pourquoi les cultures ont-elles une approche aussi différente des champignons ? Ma mère connaissait très bien les champignons, alors que mon père, lui, pensait qu'ils étaient tous vénéneux. Je me souviens qu'elle s'est d'abord intéressée aux champignons dans l'idée d'écrire un livre de cuisine. Ma mère voulait écrire un livre de cuisine russe qui, autant que je sache, n'a jamais été publié. Aujourd'hui, ses travaux se trouvent à Harvard et j'ai même gardé quelques-unes de ses recettes. Mais ça a été le point de départ de cette formidable étude sur le rôle des champignons dans les différentes cultures. La réponse à la question centrale des Wasson se trouve sur le campus de l'université de Harvard à Boston. Quelle est la véritable signification culturelle des champignons dans le monde ? Plus exactement, ce sont 4000 réponses. Objets du monde entier et champignons sous toutes leurs formes, depuis le joyau archéologique jusqu'aux précieuses œuvres d'art en passant par les champignons séchés, tous rassemblés dans la plus grande collection mycologique au monde, la collection Tina et Gordon Wasson. Cette collection reflète une passion et livre pêle-mêle les éléments d'une recherche digne d'un détective. Des précieux netsuks japonais en ivoire aux colifichets érotiques, les Wasson explorent toutes les pistes. Ils divisent le monde en cultures mycophiles et mycophobes, celles qui aiment les champignons et celles qui les détestent. Après la mort prématurée de sa femme, Gordon Wasson continue seul les recherches. Dans une correspondance abondante, plus de 8000 lettres au total, il isole l'objet de ses recherches, entretient des relations épistolaires avec Aldous Huxley ou Claude Lévi-Strauss. Il écrit même à Agatha Christie au sujet d'un détail. Des milliers de diapositives et de photos documentent ses voyages d'études sur tous les continents. L'environnement culturel des champignons l'amène à une espèce bien particulière, les champignons hallucinogènes. Wasson découvre partout les pratiques culturelles qui leur sont consacrées. Ici, il voit qu'ils sont vénérés comme des dieux, là, comment ils sont utilisés dans les religions. C'est l'amanite tumouche qui attire d'abord son attention. Dans la culture occidentale, ces champignons sont considérés comme vénéneux. En Sibérie, au début du siècle dernier, des chercheurs rapportent que des chamans tombent en extase lorsqu'ils ingurgitent des amanites tumouches.
Wasson découvre que des peuples indo-européens primitifs vénéraient la manite tumouche comme une créature divine. À l'origine, il s'est intéressé à la manite tumouche ou Amanita muscaria. Pour Wasson, ce champignon était le fondement d'une religion très ancienne en Eurasie. Mais après avoir approfondi ses recherches, après s'être informé auprès du poète anglais Robert Graves, et surtout après son voyage au Mexique, il s'est rendu compte que la psilocybine était le principal agent pour le développement et l'exploration de la conscience. Le champignon à l'origine de la religiosité? Au Mexique, Wasson trouve de nombreux documents en faveur de cette thèse, et pas seulement dans le passé. Wasson est fasciné par Xochipilli, le dieu aztèque de l'amour et des fleurs. Il est le premier à découvrir que la statue est parsemée de motifs de drogues hallucinogènes. Même la position de la statue va dans ce sens, puisqu'elle suggère le saisissement et le discernement. Xochipilli, un dieu de l'extase, est une concurrence pour la première mission chrétienne. Le culte du champignon a disparu parce qu'il a été détruit par les conquistadors espagnols. Pour eux, ce culte était l'œuvre du diable. Il était démoniaque, dénaturé. Et il a disparu du savoir occidental. Jusqu'aux années 1920, les anthropologues croyaient qu'il s'agissait d'une fantaisie, d'une superstition. Il a fallu attendre Wasson pour le redécouvrir. Aujourd'hui, ce culte est toujours pratiqué. En 1955, les Wasson traversent les montagnes Mazatec jusqu'à Huautla de Géminées. C'est ici qu'ils espèrent trouver le champignon sacré. C'est ici qu'ils font leur grande découverte. Robert Wasson est arrivé avec plusieurs personnes. Il a demandé à mon mari s'il connaissait quelqu'un qui travaillait avec les champignons. Mon mari connaissait Maria Sabina et il l'a fait venir. Puis, pendant quelques jours, ils ont cherché les santitos, les champignons sacrés. La velada, la cérémonie, a eu lieu dans cette maison. Je faisais la garde dehors avec 2 hommes car il y avait des tensions au village à cause des étrangers. Wasson a mangé les santitos avec la terre, comme ils poussent dans les champs. C'est Maria Sabina, la chamane mazatèque, qui donne les champignons à Gordon Wasson. Ainsi, en 1955, il est le premier blanc à pouvoir participer à une telle cérémonie, la velada de la chair des dieux. Il faut les consommer comme on les retire de la terre, avec la saleté et tout ce qu'il y a dessus. Parce que si vous en jetez un morceau, les petits lutins vous demanderont plus tard « Où sont mes pieds? Pourquoi ne m'as-tu pas mangé en entier? Va chercher le reste de mon corps et mange-le. » Maria Sabina initie Wasson à l'usage des champignons hallucinogènes mexicains. Une velada. Entourée d'amis et de parents, la chamane ingurgite les champignons hallucinogènes. Ils sont censés lui ouvrir la voie du divin, déployer leurs vertus bienfaisantes. Traditions chrétiennes et mazatèques fusionnent en un rituel qui dure toute la nuit. Wasson participe activement à la cérémonie. Une thérapie collective. Au centre, Maria Sabina. Elle sert de médium, de guérisseuse. Une visionnaire. Le champignon les anime. Dieu parle à travers lui, révélant aux malades leur vérité. Maria Sabina, la curandera, la guérisseuse, leur vient souvent en aide. Elle prononce les paroles bienfaisantes. J'ai connu Maria Sabina.
C'était une poétesse, une femme capable de créer une atmosphère merveilleuse par ses incantations et sa poésie. Je la revois frapper dans les mains et dire « Je suis la femme araignée, je suis la femme terre, je suis la femme lune, je suis la femme pluie, je suis la femme reine, je suis la femme chien, je suis la femme soleil, et ainsi de suite. » Elle crée une ambiance fantastique, empreinte de poésie et de communion. Le champignon sacré me prend par la main et m'emmène dans le monde où tout est connu. Plus on pénètre dans le monde de Teonanacatl, plus on voit de choses. On voit aussi le passé et le futur comme une seule et même chose qui s'est déjà produite, qui s'est déjà accomplie. Les Indiens utilisent les substances hallucinogènes et les champignons depuis le début de leur civilisation. Cela ne fait pas partie du monde moderne. Pour eux, cela fait partie de leur culture ancestrale. C'est un événement complètement distinct de la vie urbaine moderne. Après avoir découvert cette culture toujours vivace, Wasson veut tout savoir sur les champignons hallucinogènes du Mexique. Pour ce, le célèbre mycologue français Roger Haim doit l'aider. C'est lui qui a identifié sur le plan biologique certains champignons qui n'avaient pas été étudiés jusque-là. Ensemble, le professeur français et l'autodidacte américain entreprennent une autre expédition périlleuse dans les montagnes mexicaines. Haim découvre une multitude de variétés non identifiées. Wasson et lui rédigent ensemble l'ouvrage de référence sur les champignons hallucinogènes mexicains. Un livre exceptionnel qui ne se limite pas à des études biologiques et chimiques, mais qui décrit aussi les aspects ethnologiques du culte des champignons. Toutes les notes, tout l'héritage du professeur Roger Haim est conservé dans les archives du Muséum d'histoire naturelle de Paris. Ici, on trouve aujourd'hui encore des champignons séchés qui proviennent des expéditions des années 50 au Mexique. Les champignons ont été recueillis dans des boîtes toutes plus fantaisistes les unes que les autres. Roger Haim, pionnier de la recherche botanique sur les champignons hallucinogènes, occupe aujourd'hui encore son archiviste avec un legs immense. C'est vraiment son apport à la fois morphologique, développement du champignon, connaissance de la culture de ce champignon éventuellement, si on peut arriver à progresser dans cette voie. Et c'est un apport donc indirectement, mais sûrement, à la systématique de ces champignons. Parce qu'il faut bien comprendre que c'est dans la connaissance du développement de ces organismes qu'on arrive à les placer dans tout l'ensemble de la nature. Mais l'ambition de Haim ne s'arrête pas là. Une fois les propriétés botaniques identifiées, il s'agit de percer le secret des champignons merveilleux des montagnes mexicaines, de découvrir ce qui met les hommes dans des états aussi étranges. Haim réalise avec succès diverses cultures de champignons, une tâche qui n'a rien de facile. Des carpophores se développent à partir du mycélium. Mais ni lui, ni une équipe de chercheurs américains qui travaillent à l'époque sur le même projet ne parviennent à isoler le principe actif. Seul un homme pourra les aider. Il s'agit d'Albert Hofmann, chimiste au laboratoire suisse Sandoz. Depuis les années 50, il est connu pour avoir découvert le LSD. Et Hofmann sait comment isoler le principe actif des champignons hallucinogènes. Diese Artstoffe sieht man nicht im Tierversuch.
On ne peut tester ce genre de substance sur des animaux. Il faut faire l'expérience sur des hommes. Ces substances agissent sur la conscience. Et chez les animaux, la conscience, enfin, ce que nous appelons conscience, est très peu développée. C'est pourquoi, dès que les champignons sont arrivés, j'ai fait une expérience sur moi-même. Et avant même de commencer mon travail d'analyse, la première chose que j'ai vue, c'est que les champignons produisaient les mêmes effets que le LSD. Je connaissais le dosage. J'en ai avalé 12 paires. C'était la dose qu'utilisaient les Indiens. Et j'ai vécu une expérience très forte, tout à fait comparable au LSD. Hoffman découvre que le modèle moléculaire du LSD est très proche de celui de l'agent du champignon. Il vient d'isoler la psilocybine. Au microscope, Gordon Wasson peut lui aussi reconnaître la psilocybine à travers sa structure cristalline. Un travail d'équipe fructueux. Pour les trois chercheurs, si vous voulez, qui ont travaillé en synergie, si on peut dire, ça a été pour mon père l'aspect botanique, pour Wasson l'aspect ethnographique, et pour Hoffman l'aspect proprement chimique. Alors les trois ont trouvé dans cette découverte la possibilité de poursuivre leurs propres travaux personnels dans leur spécialité. C'est ça qui a été évidemment très constructif en tout cas. En collaboration avec Hoffman, Wasson étudie le champignon comme fondement de la religiosité, y compris dans l'Antiquité. Ainsi, une fois par an, des mystères étaient célébrés à Éleusis, en Grèce. On sait que les pèlerins buvaient une potion qui leur donnait des visions. Ils croyaient voir Dieu. Wasson est persuadé que dans la potion, il y avait un champignon qui provoquait l'extase religieuse au cours de ces rituels. Gordon connaissait les mystères d'Éleusis par son père qui était pasteur. Il savait aussi qu'on y buvait une potion qui donnait des visions. Pour lui, il y avait là un rapport avec son travail sur l'Amanita muscaria et le soma. Afin de pouvoir percer les mystères d'Éleusis, il m'a contacté et a proposé qu'Albert Hoffman se joigne à nous. Je me souviens qu'Albert Hoffman nous avait envoyé une photo sur laquelle on pouvait voir les carpophores de l'ergot. Gordon ne pouvait être satisfait tant qu'on n'avait pas démontré qu'il y avait bien un champignon dans la potion. Quand enfin on a pu en apporter la preuve, il est tombé en extase. Il était formellement interdit aux pèlerins, sous peine de mort, de faire état de leurs expériences. Ce sont les reproductions de céréales qui mettent Wasson sur la piste. Albert Hoffman, qui quelques années plus tôt avait extrait le LSD du champignon d'ergot, confirme les soupçons de Wasson. Les mystères extatiques et dionysiaques sont enfin dévoilés. C'est un rituel qui repose sur les champignons. Ah, maman, je suis bien. Je suis bien. Ah oui, très bien. Très bien. Et il y a le problème également des couleurs. À partir de la fin des années 50, Roger Heim effectue des expériences sur lui-même et sur des volontaires afin d'étudier les effets de la psilocybine sur le psychisme des hommes. À l'aide d'un psychiatre, il note soigneusement les réactions des individus. Ainsi, 63% d'entre eux voient des objets se déplacer et 81% décrivent des états euphoriques. Il n'a jamais dessiné jusqu'ici dans un but artistique. Et il fera son initiation à travers l'expérience. Il est alors dans l'euphorie. Il prend contact avec le graphisme. Cet individu a recouvert les murs de son appartement de visions étonnamment artistiques, et notamment de motifs religieux. Roger Heim doute qu'on puisse utiliser les champignons en psychiatrie. Pour lui, la personnalité et le contexte jouent un rôle trop important. Voici des indications bien intéressantes qui nous rapprochent du lexique et de Marga Fellina. Elles mettent en lumière l'influence de ces champignons sur le psychisme et même le caractère de l'individu, l'exacerbation des tendances sous-jacentes et en définitive la complexité de notre réservoir psychique et de sa sensibilité.
Au début des années 60, outre-Atlantique, un autre scientifique commence à tester les effets des champignons hallucinogènes sur des détenus. L'homme qui convaincra les détenus que cette expérience est un moyen exceptionnel pour élargir le champ de la conscience est lui aussi professeur à Harvard. Il s'appelle Timothy Leary. À l'époque, on avait souvent recours aux prisonniers pour expérimenter des drogues. Mais Leary y était opposé. Il pensait que c'était un procédé irrespectueux qui ne pouvait pas tenir lieu d'expérience. Par souci d'honnêteté, il a expliqué aux détenus que cette expérience allait changer leur vie. Il leur a dit que nous l'avions faite sur nous-mêmes et que nous voulions la partager avec eux. Que nous allions tout préparer, organiser des conférences dans la prison. Le groupe se composait d'étudiants et de détenus. Nous avons formé 2 sous-groupes. Le premier a pris la psilocybine le matin et le second a assisté à l'expérience. L'après-midi, nous avons inversé les rôles. J'ai moi-même participé à ce projet et j'ai pris entre 10 et 20 fois de la psilocybine dans une prison de haute sécurité. Les détenus ont changé. C'était une expérience nouvelle, pour eux comme pour nous. Quelques décennies plus tard, une étude comparative montrera que ces détenus récidivent aussi souvent que les autres. Sans accompagnement psychologique, l'usage de la psilocybine semble discutable. De nombreuses expériences réalisées durant la phase pionnière de la recherche scientifique sur la psilocybine, notamment à Paris, seraient aujourd'hui interdites. Dans l'appartement où nous sommes ici, il a fait des essais d'ingestion de champignons et il les a décrits très bien, il a écrit parfaitement ce qu'il ressentait. Ça a duré 2 heures, il nous a raconté son histoire, ça a duré 2 heures. Ce qu'il a senti le plus important, ce qui était pour lui, c'était que le sol devenait concave. C'est-à-dire qu'il avait l'impression qu'il n'y a pas un sol plat dans l'appartement, mais c'était au contraire très très penché, il perd de l'équilibre en quelque sorte. Mais Haim ne se contente pas de décrire ses expériences à sa famille. Grâce aux champignons, on peut voir la vie en rose, titrent les journaux. C'est sûr que quand on annonce officiellement un directeur du muséum, le directeur du muséum est à la fois directeur du laboratoire de cryptogamie et en plus un académicien des sciences, a essayé sur lui-même des champignons hallucinogènes, alors ça défraie la chronique. Gros titre dans tous les journaux. Le professeur Haim est sous les feux de la rampe. Lui qui n'avait probablement pas imaginé que ses déclarations feraient perdre leur innocence aux champignons. Ce célèbre article du magazine Life sera déterminant pour leur popularité. En 1957, Gordon Wasson y décrit ses rencontres extatiques avec les champignons hallucinogènes mexicains. L'article paraît dans le monde entier. Pour la première fois, des millions de lecteurs apprennent l'existence des champignons magiques. Ainsi, bien malgré eux, des messieurs sérieux d'un certain âge ont jeté les semences de la révolution psychédélique. Les Américains sont complètement obsédés par les biens matériels, le pouvoir, la guerre. C'est dément que je puisse être ici. Notre but est d'élever le niveau spirituel des Américains. Nous allons essayer de provoquer une renaissance politique et une révolution spirituelle. Pour Timothy Leary, Allen Ginsberg et quelques autres, les champignons sont des substances qui permettent de libérer la conscience. Le LSD n'apparaîtra que plus tard. Nous sommes dans les années 60, l'époque de la protestation. Les jeunes veulent sortir des sentiers battus par tous les moyens. Parallèlement, bien d'autres mouvements socio-révolutionnaires voient le jour. C'est le début du mouvement féministe, du mouvement de libération de la femme. C'est le début du mouvement des droits civiques. Et en même temps, on voit émerger le mouvement pacifiste, le mouvement contre la guerre du Vietnam et la révolution sexuelle. Et dans cette ambiance révolutionnaire, nombreux sont ceux, leaders ou activistes, qui prennent des drogues psychédéliques. Timothy Leary cherche aussi à prendre contact avec Gordon Wasson. Il veut rallier les grands mycologues à sa cause.
Wasson lui répond poliment, mais il prend clairement ses distances. Je pense qu'il se sentait mal à l'aise avec Leary et tout ce qui tournait autour des champignons, parce que pour lui, c'était quelque chose de sacré. Il avait des problèmes avec les gens qui prenaient des champignons comme de la drogue, qui en abusaient. Mais la boîte de Pandore est ouverte. Venus du monde entier, des visiteurs célèbres et moins célèbres trouvent au pays de Maria Sabina leur Mecque mexicaine. Ce village éloigné se transforme dans les années 60 en lieu de pèlerinage. Aujourd'hui encore, les touristes à l'affût de champignons imprègnent l'image du village. Tous les autochtones ne voient pas cette évolution d'un très bon œil. Elle est devenue une chamane à la renommée mondiale, Maria Sabina. Mais au village, beaucoup lui reprochent d'avoir livré aux Blancs leur connaissance sur la chair des dieux. Maria Sabina croyait que tous ceux qui venaient étaient comme Wasson. À l'époque, nous avons eu beaucoup de visiteurs. Je lui ai demandé ce qu'ils attendaient d'elle. Elle m'a répondu, ils viennent chercher Dieu. Et ils l'intègrent dans leur culture. Maria Sabina, une icône de la génération pop. Elle restera fidèle à elle-même et ne comprendra jamais tout ce tapage. À ses yeux, les Niños Santos, les enfants sacrés, les champignons, resteront un moyen d'accéder à Dieu, une thérapie de groupe. Pour eux, c'est une expérience collective et culturelle. Ce n'est pas une expérience individuelle isolée comme peut l'être la consommation de drogue dans les sociétés urbaines. C'est complètement différent. On passe par toute une série d'états extrêmes. On accède au divin, à son propre paradis, on sombre dans son propre enfer, on est témoin de sa mort. C'est une expérience à la fois merveilleuse et très perturbante. De plus, on est forcé de dire la vérité, en public. Et parfois, en affrontant sa femme, sa maîtresse, ses amis, ça peut tourner à la catastrophe. Ça peut se finir par un divorce. Le groupe que j'accompagnais chez Maria Sabina a connu pas mal de déboires. Ainsi, une femme a dit à son mari « Je te déteste, pourquoi je t'ai épousé ?» Ça, je m'en souviens. C'est dangereux de prendre des champignons hors de son environnement culturel, dans l'environnement des Mazatèques d'Oaxaca, et d'essayer de se rattacher au mode de vie occidental, européen. Malgré toutes les mises en garde et les interdictions de par le monde, les champignons sont devenus une drogue festive et connaissent une renaissance fulgurante depuis les années 90. Pour la génération des rêveurs, ce sont les champis, les psylos, et ils les mélangent allègrement avec d'autres drogues. Les grands rassemblements du week-end préoccupent de plus en plus les médecins et les brigades des stupéfiants. L'usage authentique des champignons hallucinogènes ne subsiste plus que dans quelques régions éloignées, à plusieurs jours de marche. Au Népal, bastion des chamans, presque sur le toit du monde. En ingurgitant des champignons, les chamans croient approfondir leur connaissance de la nature. À l'inverse du Mexique, ici les chamans n'utilisent pas les champignons pendant le rituel, mais un autre jour, seuls, retranchés, notamment pour régénérer leurs vertus bienfaisantes. Pendant le rituel, les champignons sont invoqués. Leurs esprits servent à accompagner le voyage, à les protéger. En fait, il faut invoquer 108 champignons, mais beaucoup n'en connaissent pas autant. Il suffit de connaître et d'invoquer le premier, le Yang Shao. Nous le connaissons aussi, c'est un polypore que les Chinois surnomment champignon de l'immortalité. Donc, ils invoquent ce champignon pour qu'il les accompagne lors de leur voyage dans le monde immatériel. Autrement dit, il s'agit d'une créature immatérielle qui les accompagne, qui les protège lorsqu'ils passent dans l'autre monde.
Tantôt, le champignon est un esprit qu'ils invoquent pour être protégés dans une autre réalité. Tantôt, le champignon sert, pour ainsi dire, de carburant pour renouveler l'énergie sacrée des chamans. Tantôt, c'est un moyen de voyager pour accéder à la connaissance. Les chamans ont beaucoup apporté aux scientifiques occidentaux tels qu'Albert Hoffmann ou Hans Karl Leuner, le fondateur de la thérapie psycholeptique, décédé depuis et assistant ici à un congrès sur l'étude de la conscience. La psilocybine, un substrat pour la chimie, la recherche sur le cerveau et la thérapeutique. C'est grâce au LSD que j'en suis venu aux champignons. Nous avons isolé la psilocybine et il s'est avéré, chose très importante, que le LSD, la psilocybine et le loliokui étaient très proches sur le plan chimique, de substances que l'on trouve dans notre cerveau. La psilocybine se distingue à peine de la sérotonine, un transmetteur présent dans notre cerveau et qui est très important pour notre activité intellectuelle et nos émotions. La sérotonine est si proche de la psilocybine qu'il suffit de retirer l'oxygène pour en faire de la psilocybine. Ces substances ont la capacité de modifier notre conscience parce qu'elles sont très proches de ce que l'on trouve dans notre cerveau. On a souvent expérimenté l'usage de la psilocybine chez des malades psychiques. Ainsi, dans les années 70, le professeur Leuner a obtenu des résultats probants avec des patients qui passaient pour incurables. Nous avons réalisé une étude sur 127 patients. 80% d'entre eux n'étaient pas réceptifs à la psychothérapie. Ils étaient donc incurables. À la fin du traitement psycholytique, sur ces 80% de malades, 72% ont été réceptifs à notre traitement à la psilocybine. Leur état s'est bien, voire très bien amélioré. Les peintures de patients dépressifs après absorption de psilocybine proviennent des recherches du professeur Leuner. Pour ses études, il avait obtenu des autorisations spéciales. Le travail scientifique est limité par l'interdiction internationale de la psilocybine. Et ce, bien que les études de Leuner aient été fructueuses. Ici, par exemple, la peinture d'un patient sans psilocybine. À droite, après absorption de la substance. Les caractéristiques principales sont des modifications de la perception. La perception de processus intérieurs, notamment, est intensifiée. De plus, l'émotivité est accrue. L'individu perçoit un vaste champ d'émotions. Parallèlement, le moi observateur est conservé, si bien qu'il peut se voir lui-même rêver. Pour l'heure, les chercheurs souhaitent avant tout obtenir une autorisation pour effectuer des expérimentations sur eux-mêmes. L'objectif est de mieux comprendre la schizophrénie. De plus, ils voudraient reprendre les travaux de recherche du professeur Leuner avec un catalogue thérapeutique clair. En effectuant des expériences sur lui-même, le psychiatre veut comprendre ce qu'un schizophrène ressent tout le temps. Il s'agit pour le thérapeute ou le psychiatre d'avoir accès à ce vaste champ d'expériences vécues. Nous ne voulons pas administrer de la psilocybine aux schizophrènes, mais à des patients atteints de troubles psychiques moins graves. Troubles névrotiques, angoisse, dépression, maladies psychosomatiques. En modifiant la conscience du patient, nous sommes en mesure d'étudier les symptômes et d'améliorer ainsi son état psychique.
Comme chez nous, l'Inquisition a fait disparaître toute forme d'usage cultuel des champignons, leurs amateurs d'aujourd'hui concoctent eux-mêmes leurs rituels en s'inspirant de différentes traditions. Tente, tipi, une nuit dans la forêt. Objectif principal, l'expérience collective. Le rituel des champignons, organisé en privé, s'inspire de modèles mexicains. Ce n'est pas légal, mais on le fait quand même. S'il y a une véritable dynamique de groupe, le rituel peut produire des effets thérapeutiques. Le rire collectif devient alors un acte de libération. Après avoir avancé pendant longtemps, très lentement, les scientifiques s'intéressent de nouveau ces dernières années aux champignons, à l'instar du Centre de recherche biologique sur la conscience de Villingen en Suisse. Comme ici les lois sont plus libérales, il est possible de tester la psilocybine sur des hommes. Une tomographie par émission de positons montre les effets de la substance sur le cerveau. Cette étude remonte à quelques années, mais on continue à travailler avec la psilocybine. La psilocybine est une substance intéressante parce qu'elle altère la conscience. Elle modifie non seulement les émotions et les sentiments, mais aussi le contrôle du moi et la distinction entre le moi et l'autre. Aucun autre psychotrope ne permet de voir comment cette distinction se construit et se modifie dans le cerveau. Grâce à la psilocybine et aux possibilités que nous offre le scanner, nous sommes en mesure d'étudier sur des sujets vivants comment ces changements s'opèrent dans le cerveau. De plus, nous avons développé un paradigme qui nous permet d'étudier la régulation du traitement sensoriel, à savoir comment les stimuli sensoriels peuvent être plus ou moins atténués dans le cerveau. Et pour ce, nous utilisons un paradigme acoustique. Nous soumettons différents sons au sujet et nous étudions ensuite la façon dont le cerveau traite chacun de ces sons. Sans psilocybine, le cerveau reconnaît relativement vite les différents sons et se protège contre le stimulus à l'aide d'un filtre. Avec la psilocybine, l'activité cérébrale est réduite et le cerveau ne peut plus se protéger contre les sons parce que les filtres s'estompent. Nous avons découvert, et c'est la grande nouveauté de cette étude, que certaines parties du cerveau, comme le thalamus, un noyau situé à la base du cerveau qui lui transmet les sensations du monde extérieur, étaient perturbées. Le thalamus, qui d'habitude sert de filtre, s'ouvre en quelque sorte et laisse davantage pénétrer les stimuli extérieurs. Le cerveau est donc submergé de stimuli. Résultat, les sujets ont une réaction positive, parce qu'ils se sentent libérés. Mais si le filtre s'ouvre trop, leur personnalité se fragmente, l'angoisse surgit, et le moi angoissé prend le dessus. En outre, les études tomographiques doivent permettre d'offrir une meilleure thérapeutique aux malades psychiques. Avec l'aide de substances psychoactives, il est possible de simuler des états proches de la schizophrénie. Plus on obtient des informations concrètes sur les régions cérébrales actives, plus on peut élaborer des médicaments précis. Une mise au repos totale peut alors s'avérer inutile. Mais ce n'est pas tout.
Il apparaît aussi qu'à très faible dose, la psilocybine peut améliorer la mémoire et qu'à des doses plus élevées, il se produit l'effet inverse. À l'avenir, nous pourrions apprendre à mieux comprendre ces mécanismes et pour ce, la psilocybine sera probablement un outil précieux. De plus, elle sera sans doute très utile pour certaines applications thérapeutiques. Même aux États-Unis, le premier pays où les champignons ont été diabolisés, l'usage de la psilocybine pour le scanner du cerveau est redevenu populaire. Aux États-Unis, certains instituts de recherche sont revenus à la psilocybine. Aujourd'hui, ils essaient d'approfondir à partir de ces substances leurs connaissances sur la conscience, sur l'interface conscience-cerveau. Et il serait très intéressant de voir comment nous appréhendons la réalité sur le plan psychologique, religieux et anthropologique. Comment le cerveau génère-t-il de la réalité ? Same sound over here. Ah oui, très bien. Well, I don't know how.